Bonjour chères étudiantes, chers étudiants. Je vous accueille aujourd'hui pour un nouveau thème, à savoir le philosophe de lumière, thème qui va être traité en deux séances, la séance 7 et la séance 8. Notre objectif est triple. Vous permettre de connaître les grandes idées fondatrices des Lumières. Ensuite, qu'est-ce qui distingue le philosophe des Lumières par rapport à son prédécesseur du XVIIe siècle? Et enfin, en quoi ces idées vont être à la base d'un changement majeur de la société française qui va passer d'un régime politique à un autre régime avec la Révolution française. Le contenu, il est très fourni. Nous devons traiter 9 points. La séance numéro 7 va en traiter 3, à savoir du libertin au philosophe, esprit des Lumières, et le philosophe contre la religion. Les 6 autres, on va les laisser pour la séance numéro 8. Commençons par le premier point, du libertin au philosophe. Le libertinage est un mouvement social, philosophique, religieux, qui a commencé au XVIIe siècle. Cette façon de voir les choses, qu'on appelle le libertinage, ça consiste à refuser d'être emprisonné dans des dogmes, à obéir à des préceptes reçus. Il refuse que l'être humain puisse obéir aveuglément à une autorité religieuse. Au contraire, le libertinage propose à l'être humain la liberté de penser, une critique de tout ce qui est dogmatique et de tout ce qui est idée reçue. Cette approche basée sur la libre pensée, sur la liberté de critiquer, la distance à prendre avec les dogmes et les vérités religieuses ou morales, vont être une très bonne préparation, vont préparer le terrain à la philosophie des Lumières au XVIIIe siècle. Le deuxième point qu'on va voir, l'esprit des Lumières. En quoi consiste cet esprit des Lumières? Pourquoi cette appellation? Pourquoi on a indexé ce siècle, siècle de philosophie, siècle des Lumières, sachant que les Lumières étaient une appellation qu'on donnait à la religion. C'était un concept qui relevait du domaine théologique. C'était l'apanage de l'Église. Autrement dit, on a défendu l'idée longtemps, comme quoi c'est la religion qui a sorti les humains des ténèbres, c'est la religion qui permet à l'homme de s'élever et d'être illuminé au contact de la vérité céleste. Les philosophes de lumière vont faire un pied de nez à l'Église et à la religion chrétienne, en s'accaparant cette appellation, en disant que les Lumières ne sont pas l'apanage de la religion, mais des sciences et des arts. Et là, pour eux, l'être humain va être illuminé, va être éclairé, va avoir une certaine ouverture d'esprit, pas grâce à la bonté divine ou grâce à Dieu, mais tout simplement grâce aux sciences, aux arts, à la raison, principalement. Et pour eux, ces lumières vont permettre à l'être humain de se guider dans sa vie. Et ces lumières, basées sur la raison, les sciences et les arts, peuvent même changer sa vie, vont lui permettre d'être heureux dans cette vie terrestre. Pour les Lumières, le philosophe est donc un homme qui agit en tout par raison. La raison, elle a une fonction critique, elle juge de toute opinion en raison de sa cohérence, de la logique des causes et des effets et de son accord avec la réalité reconnue par l'expérience. On revient toujours à cette idée déjà initiée par les écrivains de la fin du XVIIe siècle, la raison, la remise en question, le doute, l'expérience pour pouvoir déterminer
que telle ou telle idée est une vérité. Cette confiance en la raison apparaît comme contradictoire avec la foi religieuse, bien entendu. Parce que la foi religieuse, elle se base sur quoi? Sur le fait de croire sans remettre en question, de croire spontanément. Et regardez cette phrase qui résume un petit peu cette contradiction. La foi consiste à croire ce que la raison ne croit pas. La raison suffit pour guider chaque individu dans sa vie personnelle, sociale et spirituelle. Autrement dit, regardez, on n'a pas besoin d'une religion ou d'une morale religieuse pour être guidé. Mais tout simplement, si on a la raison, on peut être guidé dans sa vie personnelle, sociale et spirituelle. Le philosophe démêle les causes. Autrement dit, le philosophe va toujours chercher les causes pour en tirer les conséquences ou les vérités. Ici, maintenant, nous allons passer au troisième point, à savoir, le philosophe n'est pas simplement un homme de raison, mais il va utiliser cette raison pour contrecarrer la religion, pour essayer de détruire les fondements dogmatiques de la religion. Et là, il y a un premier point, un sous-point. Le philosophe va être, ou plutôt il va remettre en question la révélation et les dogmes apportés par la religion chrétienne. Pour lui, les miracles relèvent de la même veine que les superstitions. Pour les philosophes de lumière, le fait de dire aux fidèles comme quoi tel prophète, il a fait tel miracle, et il faut que le fidèle accepte le miracle comme une idée reçue ou une vérité absolue, pour eux, ce n'est pas acceptable. Parce que le miracle, il est en contradiction avec la science, avec le rationnel, avec le bon sens. Deuxième élément, les philosophes vont remettre en question le dogme, autrement dit, les règles. Voilà comment les choses doivent être faites, sans se poser la question pourquoi il doit être fait de telle manière. Ils vont remettre en question l'idée comme quoi les vérités sont telles ou telles, sans que le fidèle puisse se poser la question pourquoi cette vérité doit-elle être acceptée comme vérité. Et bien sûr, ces philosophes, dans leur démarche, sont sceptiques, autrement dit, doutent de tout avant de passer toutes les idées au crible de la raison, du bon sens. Et bien sûr, cette approche critique ou cet esprit critique, on va le retrouver dans beaucoup de personnages, chez Candide, chez Voltaire et autres. Le deuxième point concernant cette remise en question de la religion, l'Église et les théologiens. Les philosophes de lumière ne vont pas être tendres vis-à-vis de l'Église catholique et des théologiens. Ils vont reprocher à ces derniers d'attiser les oppositions entre les religions. Ils vont reprocher aux théologiens leur esprit vindicatif, leur esprit intolérant. Et bien sûr, ils vont leur reprocher leur encouragement des superstitions pour enfermer les fidèles dans des croyances, dans la peur, et les fils de lumière vont essayer de démasquer cette imposture en s'attaquant aux théologiens et bien sûr à l'Église catholique. Et ces attaques, on va les trouver dans certains personnages, et le plus célèbre reste Zadig, de Voltaire. Le troisième point, le rejet du péché originel. Il importe un petit peu de faire un rappel. L'Église catholique défend le principe ou l'idée comme quoi, au début de l'histoire de l'univers, il n'y avait que le paradis. Et dans ce paradis, il n'y avait que des anges. Et Dieu créa Ève et Adam, et il leur a demandé de lui obéir et d'obéir à ses préceptes. Et pour tester leur orgueil, il leur a défendu de manger de la pomme. De manière métaphorique, la pomme était le fruit défendu
Et c'était tout simplement une démarche pour être certain que Ève et Adam considéraient Dieu comme le Tout-Puissant et que sa parole était sacrée. Et bien sûr, Ève et Adam ne vont pas respecter l'interdiction de Dieu, ils vont oser braver son ordre et ils vont goûter à ce fruit. Et ce fut le premier péché de l'histoire de l'univers, ce qu'on appelle aujourd'hui le péché originel, ou ce que la tradition catholique appelle le péché originel, le premier péché. Et c'est à cause de ce péché que Dieu va punir Ève et Adam en les envoyant sur terre, en les excluant du paradis pour les envoyer sur terre. Et depuis, Ève et Adam étaient les ancêtres de l'humanité. Maintenant, l'Église catholique, elle défend une idée assez grave, pour ne pas dire dangereuse, c'est que l'être humain, s'il veut payer le tribut de ce péché, s'il veut effacer ce péché, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit passer toute sa vie dans la privation, doit passer toute sa vie dans la pénitence, dans l'espoir d'effacer ce péché et de regagner le paradis. Autrement dit, l'être humain ne doit pas être heureux sur terre, il doit être malheureux sur terre pour pouvoir avoir l'espoir de regagner le bonheur au ciel. Et cette idée de ne pas profiter de la vie, de ne pas profiter des plaisirs, on va le retrouver d'ailleurs dans l'Église catholique à travers les prêtres, à travers les moines. Le philosophe des Lumières va rejeter catégoriquement l'idée du péché originel. Il va dire, l'être humain n'a pas à payer un péché qu'il n'a pas fait ou qu'il n'a pas commis. Autrement dit, l'être humain a le droit de vivre heureux sur terre et au ciel. Autrement dit, le bonheur doit être terrestre et céleste. Et dans l'encyclopédie, nous allons trouver l'article christianisme qui résume cet état d'esprit philosophique. Qui l'eût cru que le christianisme, en proposant aux hommes sa sublime morale, aurait un jour à se défendre du reproche de rendre les hommes malheureux dans cette vie pour vouloir les rendre heureux dans l'autre. Autrement dit, c'est un questionnement de remise en question de cette religion qui consiste à rendre l'homme malheureux sur terre dans l'espoir d'être heureux au ciel, espoir qui n'est pas garanti de surcroît. Le rejet de ce péché originel va conduire les philosophes à défendre l'idée comme que l'être humain doit être heureux sur terre. Et là, c'est intéressant de nous arrêter quelques minutes pour un petit peu approfondir cette idée, qui est une idée très importante dans la philosophie de Lumière. Qu'est-ce que disent les philosophes de Lumière? Le bonheur n'est pas simplement un droit, mais c'est un devoir. Autrement dit, l'être humain, il a le devoir d'être heureux dans cette vie avec les autres. Et le bonheur, dans ce cas de figure, va être présenté de deux manières, avec deux conceptions différentes. Une conception qui s'inspire du bonheur dans le luxe chez Voltaire, et le bonheur dans la pauvreté ou la frugalité chez Rousseau. Mais dans les deux cas de figure, les deux auteurs, les deux philosophes, estiment que l'être humain mérite d'être heureux, contrairement à la tradition ou à la religion catholique. Commençons par Rousseau. Rousseau estime que l'être humain peut vivre heureux ou doit vivre heureux, mais un petit peu en renouant avec la vie passée de ses ancêtres et en retournant à la vie agricole, à la vie proche de la terre. Autrement dit, l'être humain, il y a très très longtemps, était heureux en vivant en harmonie avec la terre, en harmonie avec la nature. Et il se contentait de peu. Il vivait dans la frugalité, il vivait avec le strict minimum,
Et malgré cela, l'être humain était heureux. Ici, Rousseau défend une approche agricole du bonheur. Autrement dit, l'être humain en contact avec la nature, l'être humain en symbiose avec les champs, il peut être heureux. Cette approche du bonheur à travers l'agriculture ou la vie champêtre reste une approche, entre guillemets, aristocratique ou noble, parce que les nobles tiraient leur richesse, tiraient leur puissance de la terre. Et Rousseau, sciemment ou inconsciemment, il a défendu un petit peu l'importance de l'agriculture dans un petit peu cette idée du bonheur sur terre. Contrairement à Rousseau, on va trouver Voltaire qui va défendre une autre façon de vivre, diamétralement opposée à la première. Il va proposer le bonheur dans le luxe. Qu'est-ce qu'il entend par là? Pour Voltaire, l'être humain, au contraire, il doit vivre de préférence en ville, en bonne intelligence avec la communauté. Il doit profiter le maximum de ce que lui offrent les arts, à savoir le théâtre, les salons, les cafés, etc. Ensuite, il doit profiter de ce que lui offre l'industrie, à savoir tout ce qui est carrosses, vêtements, art de la table. Et enfin, l'individu doit profiter de ce que lui offre la ville comme commodité, comme confort. Et plus on dispose de moyens pour se payer toutes ces commodités, tout ce luxe, plus l'être humain va atteindre le bonheur. Vous voyez, ici, c'est une deuxième approche qui est une approche plus matérialiste, plus, triviale. Et dans ce cas de figure, Voltaire défend, consciemment ou inconsciemment, il défend la bourgeoisie, parce que c'est la bourgeoisie à l'époque qui détenait le commerce et l'industrie. Alors vous voyez, ce sont deux conceptions qui sont opposées par rapport à la manière de faire, mais qui convergent vers l'idée comme quoi l'être humain a le droit d'être heureux sur Terre. Les philosophes du XVIIIe siècle mettent l'accent sur l'observation et l'expérience. Ils refusent d'accepter une idée, qu'elle soit morale ou scientifique, si elle n'est pas passée au crible de l'observation et de l'expérience. Le philosophe forme ses principes sur une infinité d'observations particulières, alors que le peuple adopte le principe sans penser aux observations qui l'ont produit. Il croit que la maxime existe, pour ainsi dire, par elle-même, alors que l'esprit philosophique est donc un esprit d'observation et de justesse, qui rapporte tout à ses véritables principes. Autrement dit, Dumarsais, dans l'article philosophe dans l'encyclopédie, considère que l'être humain raisonnable, à savoir le philosophe, quand il veut croire en quelque chose, il doit aller chercher les principes fondateurs, les causes. Et pour cela, il va se baser sur l'observation et sur l'expérimentation. Deuxième point majeur qu'on va voir aujourd'hui, le philosophe et les arts. Quelle est la relation que va entretenir le philosophe avec les arts? À savoir le théâtre, entre autres, la peinture, la danse, l'architecture. Pour le philosophe du XVIIIe siècle, il faut qu'il profite de tout ce que l'industrie et le commerce lui offrent. Et là, ça rejoint l'idée défendue par Voltaire quand il évoque le bonheur. Autrement dit, le philosophe doit profiter de toutes les commodités qu'offrent les arts de l'époque. Et là, regardez Voltaire qui s'écrit: les arts adoucissent les esprits en les éclairant. Ici, Voltaire, il est en train de dire que les arts, c'est pas simplement pour plaire, ce n'est pas simplement pour séduire, c'est également pour adoucir. Autrement dit, ils ont un rôle éducatif. On va passer maintenant au sixième point. Le philosophe
homme sociable. Les écrivains du XVIIIe siècle voulaient défendre une nouvelle conception du philosophe et en même temps promouvoir une nouvelle image. Ils ne veulent plus que le philosophe soit considéré comme un penseur, comme un intellectuel qui se retire de la société pour pouvoir méditer, pour pouvoir produire et loin du tumulte de la population. Non, les philosophes de lumière considèrent que le philosophe, c'est quelqu'un de sociable. La sociabilité est dans l'homme un sentiment naturel. Autrement dit, l'être humain, il a besoin des autres. L'être humain, il est sociable naturellement. L'homme est sociable parce qu'il aime le bien-être et se plaît dans un état de sécurité. Tout prouve à l'homme que la vie sociale lui est avantageuse. L'habitude s'y attache et il se trouve malheureux dès qu'il est privé de l'assistance de ses semblables. Voilà le vrai principe de la sociabilité. D'Holbach, de la politique naturelle, 1773. Et le philosophe, pour les Lumières, est un être normal, un citoyen parmi tant d'autres, et il a l'obligation de vivre en bonne intelligence avec ses semblables. Maintenant, nous allons passer au 7e point. Le philosophe utilise la société. L'individu, comme il ne peut pas vivre seul, il a besoin de vivre en société, il doit en même temps se rendre utile. On n'a pas besoin d'un philosophe qui vit en retraite, un philosophe isolé des autres, et en même temps un philosophe qui ne produit pas, qui est un fardeau pour les autres. Au contraire, le philosophe doit être quelqu'un qui vit avec les autres, et bien sûr il est utile. Comment? Il est utile par ses idées. Il est utile en participant à l'éducation des autres, à l'instruction de ses semblables, en apportant des idées qui peuvent concourir à son bonheur. Et regardez ce que Dumarsais écrit dans Article philosophe de l'encyclopédie. Il veut trouver du plaisir avec les autres, et pour en trouver, il faut faire. C'est un autre homme qui veut plaire et se rendre utile. Le 8e point, les philosophes de lumière proposent un nouveau héros, le bourgeois. Ici, à peu près la majorité des philosophes de lumière s'accordent à rejeter le héros issu de la tragédie, ce héros qui se bat contre les dieux et les demi-dieux, qui se bat contre le destin, et autrement dit, un homme qui est au-dessus de la mêlée, au-dessus de la norme, et qui va trouver ses adversaires dans les divinités, le destin, ou parfois les aléas de la nature. Il rejette également le héros issu de l'aristocratie. Ce héros qui, à la recherche de l'amour, ce héros qui se prélasse tout simplement parce qu'il ne travaille pas, parce que dans l'aristocratie du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, l'aristocrate, c'est quelqu'un qui fait travailler les autres et il vit uniquement dans le plaisir et dans la félicité que lui offre le luxe et la luxure. Au contraire, pour les philosophes de lumière, le nouveau héros à propulser, à défendre, c'est le bourgeois. Pourquoi? Parce qu'il est utile à ses concitoyens, il travaille, il produit, c'est un artisan, un commerçant, un négociant, c'est quelqu'un qui vit grâce à son travail. Et là, les philosophes de lumière vont promouvoir de nouvelles idées bourgeoises, à savoir la valeur du travail, la valeur des activités sociales, telles que les professions libérales, l'artisanat, l'agriculture ou autres. 9e et dernier point qu'on va traiter aujourd'hui, le philosophe homme d'action. Pour les Lumières, pour les écrivains, les intellectuels, les philosophes des Lumières, pour eux, un philosophe, quand il écrit, quand il publie, il ne doit pas le faire juste pour plaire, juste pour débattre, juste pour pouvoir approfondir une pensée. Il faut qu'il puisse être habité par cette idée que
on doit changer les choses. Ça veut dire quoi les choses ici? On doit changer le système politique, le système économique, le système éducatif, nos mœurs, notre manière de réfléchir. Tout ça pour que la majorité, pour ne pas dire tous et toutes, puissent tendre vers le bonheur. Et dans ce cas-là, les philosophes avaient pour vocation l'action, une participation à la vie sociale et politique. Ils ne se contentaient pas de se satisfaire des plaisirs, de la sociabilité, du luxe, des commodités. Non, non. Que ce soit Voltaire, Diderot, d'Alembert, pour eux, l'homme est né pour l'action, comme le feu tend en haut et la pierre en bas. Autrement dit, l'intellectuel, c'est quelqu'un qui va essayer de rayonner pour pouvoir participer à l'évolution de la société. Et ces philosophes, pour toucher l'opinion, ils vont utiliser tous les moyens possibles de l'époque. D'abord, les genres littéraires. Ils vont utiliser le roman, le conte philosophique, le drame bourgeois, les traités philosophiques sérieux, les traités politiques, les périodiques, les gazettes, les publications clandestines. Même certains auteurs vont, comme ils étaient victimes de la censure, vont utiliser carrément des écrits clandestins, parfois imprimés en France, parfois imprimés en dehors de la France, la Hollande, entre autres. Ils vont utiliser l'encyclopédie, qui va être publiée sur plusieurs années pour un petit peu vulgariser les découvertes scientifiques et les nouvelles idées des Lumières. Et ils vont utiliser aussi des pratiques sociales, telles que les salons littéraires et les cafés. D'ailleurs, deux thèmes qu'on va traiter dans la prochaine séance, les moyens de diffusion des Lumières. Ces philosophes vont utiliser tous ces moyens, qu'ils soient les publications ou que ce soit les pratiques sociales. Pourquoi? Pour participer à une évolution pacifique vers plus de lumière. C'est-à-dire quoi plus de lumière? Pour qu'ils puissent faire reculer les ténèbres de la religion, pour faire reculer les ténèbres des superstitions, pour faire reculer les ténèbres de l'intolérance, des griefs et du rejet de l'autre religion. Tout ça, pour eux, c'était capital. Ces philosophes souhaitaient une révolution aussi dans les mœurs, que les Français changent de mœurs, de manière de faire, de s'éloigner de ce qui est superficiel, de ce qui est idée reçue, pour aller vers l'essentiel. Par exemple, Rousseau voulait absolument que les aristocrates et la bourgeoisie puissent s'occuper de l'éducation de leurs enfants, alors que dans l'aristocratie, l'éducation des enfants était sous-traitée à la gouvernante, au nounou. Et lui, il défendait l'idée qu'il faut que les Françaises changent de mœurs et que les Français s'occupent de l'éducation des enfants, parce que c'était pas quelque chose de rabaissant, c'était pas quelque chose de trivial, au contraire, c'était noble de s'occuper de l'éducation des enfants. D'ailleurs, c'est l'idée principale qu'il défend dans l'Émile. Et l'esprit philosophique résidait avec éclat dans ce petit nombre de gens. Il répandra, pour ainsi dire, ses influences sur tout le corps de l'État. Ici, c'est important de souligner l'idée de Chevalier de Jaucourt dans l'article Esprit philosophique de l'encyclopédie. L'esprit philosophique, grâce à ces philosophes, grâce à ces écrivains, grâce à ces dramaturges, poètes, qu'est-ce qu'il espère, lui? Que ces idées vont se répandre, de sortir de ces salons, sortir de ces cafés littéraires, sortir de ces jardins publics où les gazettes étaient lues, que ces idées ne soient pas enfermées dans les livres, dans les écrits philosophiques, que tout simplement ces idées ne soient pas enfermées dans une caste de privilégiés dans les grandes villes françaises. Je tiens à vous remercier pour votre attention.